Donc bonjour à tous, et bienvenue donc, à cette, 2e session des 10e journées des gestionnaires d'espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté, donc sur la thématique du suivi et de l'évaluation. Donc, ces journées sont organisées dans le cadre du réseau des gestionnaires d'espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté, un réseau, dont l'animation est portée par les conservatoires d'espaces naturels de Bourgogne et de Franche-Comté, en partenariat depuis cette année avec l'Agence régionale de la biodiversité, donc avec des financements de la région, de la DREAL et des financements européens. Donc, ce réseau a 2 actions phares: la publication de la revue, L'Azuré, et puis donc ces journées, ce sont les 10e, journées organisées, les 5e à l'échelle de la grande région, avec différentes thématiques qui ont déjà été explorées, jusqu'à maintenant, depuis l'écopastoralisme, la biodiversité forestière, la fréquentation sur les espaces naturels ou encore donc, les outils fonciers. Donc, c'est des journées qui sont habituellement, organisées en présentiel, en alternant entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc les journées étaient initialement prévues fin décembre, sur Besançon. On a dû s'adapter à la situation que vous connaissez et donc vous proposer un format webinaire, et pour pas que ce soit trop lourd avec, une journée passée, derrière, des visioconférences, on a choisi de faire 3 sessions thématiques. Donc, la première était proposée hier, donc aujourd'hui, c'est donc la 2e session, et il y aura une 3e session qui aura lieu mardi prochain, le matin à 10 heures. Donc, on a intitulé, ces journées, «Suivre et évaluer pour mieux gérer», donc tout ce qui est suivi et évaluation au service du gestionnaire d'espaces naturels. La première session, hier, s'intéressait à l'importance de penser l'évaluation, dès les étapes de planification de la gestion, avec donc 2 interventions d'Anne Douard et Thibaut Couturier, plutôt d'envergure nationale, et puis donc les 2 sessions suivantes, ça va être plus des exemples, régionaux. Donc, aujourd'hui, mobiliser les indicateurs d'État, on a vu hier que c'était une étape très importante, et avec toute la complexité qui va avec. Et puis la dernière session donc, s'attachera à montrer des exemples de suivi sur les grandes options qui s'offrent aux gestionnaires d'espaces naturels, de la restauration, de l'entretien et de la libre évolution. Donc, aujourd'hui, la session, mobiliser les indicateurs d'état, une étape essentielle et complexe. Suite à cette introduction, on aura donc 3 interventions. Celle de Dominique Langlois pour commencer, donc, mon collègue au Seine-Franche-Comté, conservateur de la réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois, sur le bilan du suivi des papillons de jour dans les réserves. Ensuite, ce sera Mathurin Carnet de la SHNA qui parlera de l'utilisation des coléoptères aquatiques dans le suivi des mares. Et enfin, Céline Mazué, donc, de la réserve naturelle nationale du lac de Remoray, évoquera, son expérience dans l'évaluation de l'état de conservation des milieux agropastoraux. C'est suite à ces 3 interventions qu'aura lieu donc, comme hier, le temps de questions et d'échanges avant une brève conclusion. Donc, je rappelle un peu les règles de fonctionnement du webinaire. Donc, l'équipe, en charge de la mise en musique, de ce webinaire, en fait, on est à 3 personnes, donc, qui s'échangeons les rôles, d'une session à l'autre. Donc aujourd'hui, c'est moi qui anime, et Manon, qui est modérateur, et puis, à la au passage des diaporamas pour éviter tout problème technique comme hier, grâce à une meilleure connexion. On a aussi Hélène qui n'est pas au repos aujourd'hui, Hélène Gervais. Donc, les sessions seront enregistrées pour être mises en ligne. Donc, on considère que le fait que vous soyez présent et que vous restiez, vaut accord de votre part par rapport à cette mise en ligne. Donc,
les micros et les caméras, on vous demande de bien les couper, ce qui semble d'ailleurs fait pour tout le monde, pour éviter les interférences. Et puis, donc après, pour le temps d'échange et de questions qui aura donc lieu après les interventions, il y a 2 modes possibles pour poser les questions. Donc par écrit avec le chat sous l'onglet discussion, ça peut être fait donc à la fin des interventions, mais même avant, si vous le souhaitez. Les questions sont mises en attente. Soit donc demander la parole oralement avec l'option lever ma main qui est sous l'onglet participant ou selon les versions de Zoom sous l'onglet réaction. Et puis c'est moi qui distribuerai donc la parole à ce moment-là. Donc on va commencer donc avec la première intervention. On va donner la main à Dominique Langlois, qui va Bonjour. faire son retour sur les papillons des réserves. Ok. Donc je pense que mon diaporama est affiché. Oui, il suffit de le mettre encore en plein écran. D'accord, mais ça devrait arriver progressivement, non? Voilà, ça arrive. Ok, il y a un décalage avec ce que j'ai de mon côté. Donc bonjour tout le monde, je vais vous présenter donc, le suivi des milieux ouverts par les papillons de jour dans 4 réserves naturelles donc, de Bourgogne-Franche-Comté. Donc un suivi qui existe déjà depuis de longues dates sur certains sites. Donc c'était une action qui était prévue au plan de gestion de la réserve naturelle du ravin de Valbois, dans le sens où on a commencé en fait ce suivi en 2001. On était un peu une réserve test à ce moment-là avec les collègues du lac de Romoray. 7 réserves naturelles en France sur ce programme. Et ensuite, donc, ce programme s'était révélé intéressant et il s'est diffusé un peu plus largement et d'autres collègues ont pris la suite. Et donc, pour évaluer, en fait, traiter toutes ces données, c'est des très gros jeux de données, je trouvais intéressant de ne pas me contenter de rester sur le ravin d'Albois, mais de profiter aussi donc, des données des autres sites donc, en région, et notamment des sites qui géraient également des pelouses sèches. Dans des contextes assez proches, hein, donc des contextes d'enfrichement, une recherche de recouvrement arbustif assez conséquent. Sur le sabot de Frotté ou à Comblaveau, des recherches de recouvrement de l'ordre de 20%. Voilà, donc on était dans des contextes assez proches et c'était intéressant de pouvoir se comparer, quoi. Donc à Comblaveau, en Côte d'Or, ils ont commencé en 2009, Sabot de Frotté en 2012. Donc à l'E3, on avait quand même un jeu de données intéressant à traiter. Et puis, bon, comme les collègues de Romoray avaient commencé en 2001 avec le même protocole, là, on est dans des contextes de prairies humides. Donc, voilà, on a mis l'ensemble de leurs données aussi dans l'analyse. Alors, on a ce protocole qu'on a en commun. En fait, il est basé en fait sur la méthode du transect. Donc, c'est la méthode anglaise du butterfly monitoring. En fait, où on va compter les papillons, donc les adultes, durant leur période de vol, en gros d'avril à septembre. Bon, ça commence un peu plus tard en montagne, ça commence un peu plus tôt en plaine. Ça se fait forcément dans les conditions météo favorables, de façon à être toujours dans les mêmes conditions. Donc, il faut bien sûr qu'il ne pleuve pas. Des conditions de température, au moins 14 degrés en plaine, 17 en montagne. Il faut que les papillons volent pour pouvoir les voir. Il ne faut pas qu'il pleuve, les conditions de vent faibles. Enfin, c'est des choses tout à fait standardisées. Et enfin, c'est un passage tous les 10-14 jours. J'expliquerai un petit peu plus loin pour quelle raison. Donc, en fait, c'est un protocole donc assez exigeant. Il faut être souvent sur le terrain, quoi. Tous les 10 jours, plutôt en montagne, où les choses commencent plus tard, mais tout s'accélère beaucoup plus rapidement. Et à peu près toutes les 2 semaines, 14 jours en plaine et sur les milieux collinéens. Donc, l'objectif de ce protocole, dès le départ, c'était de contribuer à évaluer l'état de conservation donc, des milieux ouverts. C'est bien un suivi des milieux ouverts par les rhopalocères, donc les papillons de jour, et pas un suivi des rhopalocères en tant que tels. Les rhopalocères sont utilisés comme indicateurs d'un état de conservation.
Et on cherchait aussi, à travers ce protocole, de mesurer l'impact des modes de gestion. Alors, comment on traite les données, en fait? On calcule un indice d'abondance, donc l'IA. Donc, vous avez la courbe à droite, donc les données de Mino-Adrias en 2002. À une époque, au début, quand on a fait le test, sur les premières années, on passait toutes les semaines. Hein. On était sur la méthodologie vraiment anglaise, ou de passage tous les 7 jours. Donc, tous les 7 jours, le long du transect, on compte le nombre de papillons, espèce par espèce. Donc là, j'ai les données de Mino-Adrias sur un des tronçons. Donc, le 26 juillet, 2 août, voilà. Donc, forcément, comme tous les papillons, on a une grosse. C'est toujours à peu près le même modèle théorique. Et l'idée en fait de nos relevés, c'est de retrouver le plus finement cette courbe de Gauss. C'est-à-dire que dans notre indice d'abondance, ce n'est pas la somme de tous nos contacts, mais en fait, c'est la surface sous la courbe. Donc, plus la courbe sera précise, plus la surface sera juste. Mais ça veut dire, et j'insiste un petit peu là-dessus, si on passe 2 fois plus, on n'aura pas forcément plus d'indices d'abondance. En fait, on va affiner la courbe, mais pas augmenter le nombre de contacts. Donc, ça veut dire aussi que si on est trop loin du pic d'abondance au moment de notre relevé, notre indice d'abondance n'est absolument pas bon. Et donc, les Anglais nous disent qu'il faut être au moins, il faut être à 7 jours du pic d'abondance pour ne pas le louper et avoir un indice d'abondance qui soit fiable. Donc, c'est pour ça qu'on est parti en fait sur cette idée de compter tous les 10-14 jours, sans avoir l'exigence des Anglais qui nous paraissait beaucoup trop importante pour nous pour un suivi à long terme. On ne pouvait pas se lancer sur un suivi sur des dizaines d'années avec un relevé de toutes les semaines, et on est parti sur les 10-14 jours. Donc, l'idée, c'est bien de ne pas louper ce pic d'abondance. Ensuite, d'un point de vue méthode, nos tronçons ne font pas tous 100 mètres, bien entendu. Par contre, on ramène tout le nombre de contacts à 100 mètres linéaires. Alors, je vais traiter un petit peu les 4 réserves naturelles. Donc, la combe Lavaux, Jean Roland, donc en Côte d'Or. Et ça, avec cette réserve-là, ça va me permettre d'expliquer de quelle manière on s'y est pris pour traiter les données. Donc, vous avez 2 courbes à droite, spécialistes des pelouses et semi-spécialistes des fourrés. C'est-à-dire qu'on a bien traité des peuplements et pas espèce par espèce. Et ces espèces, on les a regroupées par rapport à leur niveau de spécialisation sur certains habitats, notamment les habitats objectifs pour nous. Donc, on s'est appuyé là-dessus sur les données de Pascal Dupont du Muséum, qui nous donne département par département le niveau de stéodécie, donc de spécialisation par habitat des différentes espèces de rhopalocères. On a, pour ceux qui connaissent, les espèces de liste 1 qui sont les généralistes, de liste 2 qui sont les semi-spécialistes, liste 3 les spécialistes, et liste 4 les très grands spécialistes. Donc là, nous, dans ce travail-là, on a regroupé liste 3 et liste 4 et dans les spécialistes. Et puis, donc, on a du coup, au moins pour les pelouses sèches, nos habitats de pelouse, ce n'est pas uniquement un strate herbacé de la pelouse en tant que telle, mais c'est les pelouses, les fourrés et les ourlets. Donc, ces 3 habitats faisant, en fait, décrivant la mosaïque en fait, que représentent les pelouses, on a besoin de ces 3 composantes. Donc, voilà comment on s'y est pris. Ensuite, donc, pour les spécialistes des pelouses que l'on voit là pour la combe Lavaux, on a fait donc l'indice d'abondance qui apparaît, c'est la moyenne des indices d'abondance des espèces spécialistes de pelouse. Donc, vous n'avez pas sur ces courbes de régression linéaire. Donc, le travail qui a été fait par donc Thomas Nevers, un étudiant en Master 2, en fait, est parti sur d'autres méthodes qui sont plus fines, parce qu'au-delà d'une tendance avec une régression linéaire, on voit les creux et les hauts. Et en fait, on va comparer 2 à 2 les données. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vous avez des lettres en fait, sur les graphes. Là, toutes ces données sont en lettre B. Ça veut dire que statistiquement, elles ne sont pas différentes. Toutes ces données ici sont avec une lettre A. Donc, statistiquement, elles ne sont pas différentes. Par contre, A est différent de B. Donc, voilà. Donc, on a statistiquement une vraie différence entre les données
jusqu'à 2014, et à partir de 2015, des données beaucoup plus faibles. Donc, pour les spécialistes de pelouse, en effet, il y a un décrochage très clair à partir de 2015, en tout cas sur la Comblaveau, ce qui est, en fait, nous alerte, nous, en tant que gestionnaire, parce que forcément, nous, ce qu'on recherche, ce n'est pas une augmentation des peuplements toujours plus riches, non, pas du tout. C'est une stabilité qui voudrait dire, a priori, un état de conservation plutôt favorable, un certain équilibre de trouver. Donc, cette stabilité que l'on cherche, là, en effet, on met en évidence une régression, et des spécialistes de pelouse. Pour un état de conservation, c'est quand même les espèces spécialistes qu'on va rechercher. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir montrer ça. Et c'est vrai que si on avait été parti que sur de l'inventaire, on n'aurait pas pu voir ce décrochement. C'est bien avec du quantitatif qu'on peut voir ce décrochement-là. Alors, l'explication n'est pas évidente à trouver. La première idée qu'on a en tête, c'est forcément les canicules avec les sécheresses répétées depuis 2014. Ça nous paraît quelque chose de tout à fait probable. Par contre, on n'a pas réussi à le démontrer statistiquement. J'y reviendrai un peu plus tard. Une chose qu'on a pu montrer, quand même, c'est que parallèlement à cette régression des spécialistes de pelouse, on avait une augmentation des semi-spécialistes de fourrés, donc tels que le gazé là, qui est en photo, et qui était un élément explicatif, et ça correspond à ce que nous dit le conservateur, dans le sens, en effet, où ils ont dû reprendre ces dernières années des opérations de débroussaillage. Je reviendrai par la suite à une synthèse sur l'ensemble des 4 sites. Pour le sabot de frotter, c'était un peu plus compliqué en fait, à travailler, dans le sens qu'on a moins de données. Donc, en fait, même les données de 2016 n'ont pas pu être utilisées, dans le sens où il n'y avait pas assez de relevés au cours de l'année, si bien que la fiabilité des indices d'abondance n'était pas suffisante. Par le fait, on était trop souvent bien au-delà des 14 jours entre 2 relevés. Donc, on a préféré supprimer l'année 2016 plutôt que d'avoir quelque chose d'incohérent. Et en fait, on n'a que 6 années de données. Alors, 6 années de données, c'est un peu compliqué. C'est vrai que là, on a l'évolution des spécialistes de pelouse et l'évolution des généralistes. Pour les spécialistes des pelouses, on voit qu'il y a un décrochage, mais que la dernière année. Donc, est-ce que c'est durable, est-ce que ça ne l'est pas? On ne sait pas trop. Quand on a une courbe comme ça, la première et la dernière année ont un poids très fort, et là, il est beaucoup trop fort. Donc là, ça va vraiment dans le sens de dire qu'on est sur des suivis à long terme, et qu'avec 6 années de relevé, en fait, sauf si c'est vraiment très stable, mais sinon, c'est compliqué de sortir des choses. Ce qui nous a quand même interrogé sur Frotté, c'est qu'au niveau des généralistes, on était quand même dans une tendance à la baisse. Alors là aussi, c'est que à la fin, il y a un poids fort des dernières années, mais quand même quelque chose qui n'avait pas été relevé sur les autres réserves. Donc en fait, une déstabilisation, y compris du peuplement d'espèces généralistes. Donc là aussi, on avait essayé de faire tourner les données météo sans pouvoir montrer quelque chose. Ce qui est bien ressorti à Frotté, en termes de gestion, c'est que le tronçon qui est dépositionné en fait, sur un mode de gestion avec du pâturage ovin estival avait vraiment des indices d'abondance beaucoup plus faibles, beaucoup plus décalés par rapport au reste. Et on fait du coup l'hypothèse d'un impact négatif du pâturage ovin estival. Je passe au ravin de Valbois, donc avec un jeu de données le plus important depuis 2001. Donc, on voit des dents de scie, donc qui correspondent à des variations annuelles, tout à fait normales. Avec la météorologie, on sait que les insectes sont quand même très, très dépendants en effet de ces variations météo annuelles. Par contre, globalement, sur ce pas de temps, on est sur une stabilité. Donc là, personnellement, j'arrivais à quelque chose d'intéressant. Et on pouvait quand même montrer aussi, et c'est pour ça que les régressions linéaires ne sont pas assez suffisantes. Là, on a un gros creux ici qui est quand même très, très intéressant, qu'on attribue à la canicule de 2003, qui se répercute chez nous plutôt en 2004, parce que les espèces spécialistes comme Lysandra corydon sont des espèces de fin d'année. Et en fait, ces espèces spécialistes vont mettre 4 à 5 ans à retrouver leur équilibre. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête, on en reparlera par la suite. Il y a une possibilité de revenir à l'équilibre, d'où j'irai
un élément positif en termes d'état de conservation. Hein. Par contre, il a quand même fallu 5 ans. Quoi. Ça ne revient pas tout seul. Sinon, au niveau des généralistes, donc quelque chose de stable, mais aussi beaucoup de dents de scie. Hein, de cette stabilité, on ne peut l'avoir que sur un jeu de données assez long. Quoi. Et puis, donc, cet équilibre dont je parlais est quand même stable, c'est-à-dire que là, en fin d'année, de suivi 2018, on était assez bas, c'est pas très grave si ça remonte. Par contre, 2019-2020, avec les différentes canicules, on est vraiment plus bas que 2018. Et je pense que si on faisait l'analyse d'aujourd'hui avec les données 2019 et 2020, je ne vous parlerai pas de stabilité à Valbois, mais d'une vraie régression des espèces spécialistes de pelouse, donc ce qui est problématique. Lac de Romoray, donc là, de nouveau, quelque chose de stable au niveau des peuplements, avec des peuplements remarquablement, je dirais, dominés par les spécialistes de prairies humides, donc ce que l'on attend sur ce type de milieu. Des généralistes qui sont assez stables. Par contre, là, peut-être, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Peut-être on irait vers une augmentation des spécialistes, des généralistes, pardon, ce qui n'est pas bon signe. Augmentation des généralistes, ça va vers une banalisation du milieu, donc quelque chose à surveiller. Puis là aussi, si on avait 2 années de plus supplémentaires de données, avec les 2 canicules supplémentaires que l'on a eues, on aurait sûrement des choses un petit peu différentes. Mais bon, dans le Haut-Doubs, l'aspect caniculaire est quand même beaucoup plus tamponné. Ils ont un peu plus de chance à ce niveau-là. Ça va mettre un peu plus de temps chez eux. Alors, j'en arrive à une synthèse un petit peu intercite que l'on ressort de cette analyse. Donc déjà, ce qu'il apparaît clairement, c'est qu'on a des fluctuations interannuelles qui sont très, très fortes et qui, du coup, ne sont pas significatives d'une année sur l'autre. C'est clairement dû à des effets météo. Un printemps très humide au niveau des papillons, c'est catastrophique. Donc, impact de la météo sur le papillon, mais aussi sur ses parasites. Enfin, donc, quelque chose d'assez complexe. Donc, d'une année à l'autre, les données, en tout cas quantitatives, ne sont pas comparables. Il faut bien qu'on soit sur un suivi à long terme, c'est mon troisième point, et du peuplement, et pas uniquement des espèces. Quoi. Et puis, pour faire ce suivi à long terme, ces traitements statistiques, il faut vraiment des compétences très, très pointues que l'on n'a pas forcément en interne dans nos structures. Et là, on a fait quand même travailler un étudiant Master 2 6 mois uniquement sur les données de ces 4 réserves. On a mis en évidence une dégradation des peuplements des papillons de jour des pelouses sèches sur 2 réserves naturelles. On pourrait presque dire 3 si on ajoute Valbois avec les données 2019-2020. Donc, en effet, on est sur des tendances qui ne sont pas très, très favorables. On suspecte fortement un effet météo avec les canicules successives. Ça me paraît assez évident, notamment avec ce qu'on a vu 2019-2020, où le creux que j'ai montré sur le ravin de Valbois suite à la canicule de 2003, 5 ans pour revenir à un état d'équilibre, avec des canicules successives 2018, 2019, 2020, je ne sais pas si on arrivera un jour à revenir à un réel état d'équilibre, d'autant plus que ces canicules risquent de se reproduire. Alors, le mettre en évidence statistiquement, c'est quand même loin d'être simple. Thomas n'y a pas réussi, c'est aussi parce qu'on était contraint par un exercice universitaire où il avait besoin de s'appuyer sur la bibliographie existante. Et donc, tous ces modèles météorologiques qu'il a utilisés étaient quand même très, très contraignants. Et je pense qu'on a sûrement pris des modèles météo trop contraignants. Il faudrait retravailler là-dessus, mais ça, ce n'est pas notre savoir-faire, ce n'est pas nous qui pouvons le faire, avec des modèles plus adaptés à ce qu'on a eu en région. Et puis, d'autre part, la canicule, je pense à celle de 2003, parce que c'est celle que j'ai le plus étudiée. Alors, en 2003, toutes les espèces printanières ont eu des très, très beaux effectifs. C'est les espèces de fin de saison qui ont eu des mauvais effectifs. Par contre, elle s'est sortie en 2004. Quoi. Donc, mettre en évidence l'effet de la canicule 2003, c'est pas qu'en 2003, c'est aussi en partie en 2004. Bon, c'est quelque chose, c'est quand même très compliqué à mettre en évidence. Alors, la stabilité des peuplements, elle a été mise en évidence sur deux sites, ce qui est quelque chose de tout à fait intéressant. Mais bon, il faut quand même prendre avec des pincettes parce qu'en effet, on n'est pas sur une belle pente, une belle évolution à ce niveau-là.
en termes d'amélioration du protocole. Un des enjeux de cette étude, il était également là, quoi. Parce que faire des relevés tous les 10-14 jours, c'est quand même très contraignant, surtout qu'on ne s'engage pas sur 2-3 ans, mais sur 10, et voire même largement au-delà sur ce type de protocole. Et donc, il faut être capable de tenir dans la durée. Et on se disait, si on pouvait arrêter ces 10-14 jours et faire un relevé mensuel type STERF, vous savez, le suivi temporel des espèces de rhopalocères de France, qui est animé par le muséum, ça pourrait être plus facile pour nous. Donc, on a essayé de voir si on prenait qu'un seul relevé mensuel parmi notre jeu de données, qu'est-ce que ça faisait. Alors, déjà, on ne peut plus calculer l'indice d'abondance. Vous avez vu la courbe que je vous ai montrée lors de ma deuxième diapo. On est beaucoup trop loin de ces pics d'abondance. Et donc, avoir un indice d'abondance qui soit à la surface sur la courbe, ça ne veut plus rien dire, quoi. Donc, du coup, là, on a pris comme indice d'abondance la somme des contacts. Et là, on arrive à quelque chose de complètement incohérent. Donc, ça ne marche absolument pas. Donc, on a pris un autre critère quantitatif complètement différent, qui était le critère basé sur la fréquence. Quand on a plusieurs tronçons sur notre transect, on a à peu près une dizaine de tronçons sur chacune des réserves, on peut considérer que les espèces les plus abondantes, forcément, sont vues plus souvent et sont vues régulièrement sur tous les tronçons, et donc une fréquence de présence beaucoup plus forte que les autres. Et notamment, on s'est appuyé sur le chronoventaire, donc le protocole d'inventaire qui a été mis en place par le muséum, par Pascal Dupont, toujours, qui nous dit que les espèces les plus abondantes sont vues systématiquement dans les 5 premières minutes. Ça paraît assez évident, mais en tout cas, il l'a prouvé statistiquement, quoi. Donc, nos passages sur le transect, on passe à peu près 5 minutes sur chacun des tronçons. On n'est pas loin de ça, et donc on ne passe pas à côté des espèces les plus abondantes, quoi. Donc, on s'est dit, on va travailler sur les fréquences, mais là, grosse déception, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que même avec les fréquences en termes d'indice d'abondance, on a eu des résultats qui étaient cohérents pour dans certains cas, mais trop souvent incohérents. Donc, en fait, on revient à notre point de départ. Il faut quand même garder un passage tous les 10-14 jours. Alors, ce n'est pas forcément si problématique que ça, dans le sens où ça ne prend pas tant de temps que ça de passer tous les 10-14 jours. Mais par contre, le problème, c'est un petit peu la météo. Et au cours de l'année, il faut toujours être à se demander quand est-ce que je vais y aller, quand est-ce que je ne vais pas pouvoir y aller, et modifier ses plannings. Et c'est ça qui est plus compliqué. C'est l'organisation qui est plus compliquée en passant tous les 10-14 jours que le temps réellement passé. Sinon, pour améliorer plus l'appréhension de l'impact des modes de gestion, il est paru de manière assez claire qu'il fallait beaucoup plus de réplicas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus avoir un nombre de tronçons. Il faudrait qu'on ait 30-40 tronçons, mais à ce moment-là, on a un transect qui est beaucoup trop long. Si on veut être dans la durée, il ne faut pas qu'on mette plus de 2 heures départ, retour bureau, je dirais, pour faire ce transect. Et donc, c'est pour ça qu'on est limité à une dizaine de tronçons par transect. Mais du coup, il faudrait quand même qu'on essaie d'avoir quelques réplicas. Par exemple, sur le ravin de Valbois, où on a du pâturage hivernal, j'ai qu'un tronçon sur le pâturage hivernal. Il faudrait que j'en ai au moins 2 pour pouvoir montrer réellement qu'est-ce qui se passe avec un pâturage hivernal. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire pour les prochaines années, où je vais passer de 11 à 15 tronçons sans forcément modifier la durée de mon temps passé sur le transect. Je vais couper en fait en 2 plusieurs tronçons qui étaient relativement longs. Je vous remercie de votre attention. Merci Dominique. Très bien, on va passer donc à l'intervention de Mathurin. On va changer de milieu, on va parler des mares cette fois. C'est ça, bonjour à tous. Et changer de groupe d'insectes. Donc, bonjour à tous, Mathurin Carnet, donc, chargé d'études entomologie à la Société d'histoire naturelle d'Autun. Donc, moi, je vais vous présenter l'utilisation des coléoptères aquatiques dans le suivi des mares. Donc, déjà, il me semble important de présenter donc, quel est l'enjeu autour des mares. Donc, mares, on entend par mares tout ce qui est point d'eau stagnant de relativement petite taille. Donc, il y a un déclin global en France de tous ces milieux.
qui sont pourtant reconnus comme riches en biodiversité, que ce soit d'un point de vue invertébré, d'un point de vue amphibien, d'un point de vue floristique. Et pour le volet faunistique, l'étude est souvent restreinte à quelques taxons, que sont les amphibiens, parfois les odonates, et ça pose des questions. Par exemple, sur un même site, on va avoir théoriquement 20 mares, on va avoir 2 mares avec du grand triton, on va avoir 15 mares avec du triton palmé, par exemple, et les autres mares sans triton. Alors autant les mares avec du triton crêté ou du grand triton, comme du triton marbré, vont être définies comme patrimoniales et en jeu, autant il est compliqué de statuer sur le statut des autres mares et de les évaluer les unes par rapport aux autres. Donc, on s'est posé la question de s'intéresser à d'autres taxons, avec une plus grande diversité et un niveau de spécialisation plus élevé. Donc, les invertébrés aquatiques sont révélés ce qu'il y avait de plus, quelque chose de très intéressant, mais quel groupe? C'est là qu'on s'est construit sur les coléoptères aquatiques. Donc, je vais vous présenter quand même un peu le groupe, parce que c'est quand même moins connu que les papillons de jour que Dominique a évoqué juste avant. Donc, il y a une grande richesse spécifique chez les coléoptères aquatiques. On compte 450 espèces en France au sein de 14 familles. Et donc là, on parle des coléoptères aquatiques stricts. On peut trouver un chiffre qui est plus élevé, au-delà des 600. Ça prend en compte des espèces qui ne vivent pas dans l'eau, mais par exemple sur des plantes inféodéomars. Par exemple, il y a un petit charançon qu'on trouve que sur les lentilles qui en ferait partie. Là, on parle vraiment des espèces qui ont une vie complètement aquatique. Dedans, il y a des espèces de toute taille, allant de 30 à 3 mm, donc des très gros individus comme le ditique marchiné qu'on a en photo, et des tout petits individus, je vous montrerai après. Une grande diversité aussi dans l'écologie, on a des prédateurs, on a des phytophages, et puis aussi donc dans la spécificité des espèces, on a des espèces très ubiquistes qu'on va trouver partout et qui vont être très généralistes, et inversement des espèces très spécialistes qui vont avoir besoin de milieux très précis. Et donc ça en fait un groupe très varié, très intéressant dans cette approche de caractérisation des mares. Alors un petit souci, c'est que certaines espèces, donc les grandes, sont déterminables sur le terrain, mais la plupart nécessitent un passage sous le binoculaire ensuite, et même voir une dissection, mais on reviendra là-dessus. Donc, pour vous présenter rapidement les coléoptères aquatiques, on a donc des grands coléoptères, des grands ditiques, comme on a à gauche, donc Acilius sulcatus, donc des grandes bêtes qu'on reconnaît presque sur le terrain avec une loupe à main, il n'y a pas de souci. Mais dans cette famille des ditiques, donc les ditidés, on a aussi des petites espèces, comme Douglicus geminus, donc au milieu. Donc là, il fait que 2-3 mm, c'est vraiment tout petit. Et on a des espèces qui ont l'air communes, comme les agabus, donc toujours dans les ditiques, celui qui est à droite tout noir, mais là, indéterminable sur le terrain, qui nécessite une dissection et donc une collecte, donc un niveau d'étude un peu pointu. Mais il n'y a pas que les ditiques, il y a aussi d'autres espèces comme les hydrophiles. Donc on a l'Hydrophilus pisceus, donc le très gros coléoptère aquatique qu'on trouve dans les mares qu'on a à gauche, et des espèces encore moins connues. Là, on a au milieu un Berosus, donc un petit phytophage qui se nourrit d'algues sur la feuille, ou un Elophorus à côté. On voit que ça a des têtes différentes, des formes différentes, donc c'est aussi, outre l'aspect bioindicateur, un des aspects intéressants du groupe. Et encore d'autres espèces qu'on voit ici, comme Hygroblaire hermanni qui est à gauche, ou un Aliplité, donc au milieu, qui ne nage pas très bien et qui marche plutôt. Et même les plus classiques, les girins, qu'on connaît tous, mais qui sont en fait un groupe plus vaste que ça et un peu compliqué. Donc voilà, les coléoptères aquatiques, c'est un groupe très vaste qui regroupe plusieurs espèces, non pas par une approche phylogénétique, mais par une approche de cortège par rapport à l'utilisation de l'habitat. C'est pour ça qu'on a plein d'espèces et plein de familles. Par rapport à ces espèces, donc, il y a un indicateur qui a été créé, donc, qui s'appelle l'ICOCAM, indicateur composite des coléoptères aquatiques des mares. Donc l'ICOCAM a été développé dans le Grand Ouest par le GRECIA, groupe d'études des invertébrés armoricains. En fait, c'est parti de la Basse-Normandie, du CEN Basse-Normandie qui a lancé un programme pour la préservation des mares, un PRAM, et qui cherchait du coup des indicateurs et des choses pour un peu mieux évaluer les mares. Et donc, on s'est penché, le GRECIA s'est penché sur les coléoptères aquatiques des mares. Donc, il y a énormément de mares qui ont été inventoriées en Basse-Normandie pour faire ce premier travail, pour mettre en place ce protocole. Donc, ce protocole, pourquoi le créer? Déjà, c'est parce que donc, il y avait un manque en France de protocole d'études des invertébrés. Nos voisins suisses avaient un protocole, mais qui était beaucoup plus poussé et qui nécessitait beaucoup de compétences pour une seule personne ou une seule équipe, puisqu'il y avait une approche amphibien, une approche invertébrée encore plus globale et une approche botanique. Donc l'idée, c'était de voir si on ne pouvait pas avoir un indicateur intéressant, mais plus facilement mobilisable et moins chronophage. Donc l'ICOCAM en soi, c'est un protocole où on va avoir une première approche de cartographie des macro-habitats de la mare. Donc une mare, c'est jamais homogène. Enfin, c'est rarement homogène, je vous montrerai après. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une première vision de la mare sur quels sont les habitats différents qui vont y être. Et donc potentiellement, on n'aura pas les mêmes espèces. Après, en fonction de la proportion de ces macro-habitats, on va
chronométrer la prospection, qu'elle soit le plus standardisée possible. Donc, si on a plus d'herbier, on va passer plus de temps dans l'herbier que si on a moins d'eau libre, ainsi de suite. Et on va plus prospecter aussi les abords de la mare, qui est l'interface vraiment avec la terre, que le centre de la mare, ce qui contient plus d'espèces. Donc tout ça est précisé dans le protocole si vous voulez vous y mettre. Après, donc, la prospection se fait au troubleau. Donc troubleau et ou tamis sur les bords de la mare, parce que le troubleau sur la boue, c'est pas très pratique. On trie tout sur place, c'est une approche qualitative. Ça veut dire qu'on ne va pas tout ramener en laboratoire et tout retrier via des processus plus longs. On va ramasser tous les individus par morphotype. Donc, on n'aura pas d'approche quantitative. On ne pourra pas comparer le nombre d'individus d'une mare à l'autre. C'est vraiment le côté qualité et donc le côté présence d'une espèce par rapport à une autre. Puis, la détermination se fait sous le binoculaire. Ensuite, la collection de références et l'ouvrage de référence. On est assez bien doté du côté des coléoptères aquatiques, par quelques familles compliquées, mais on a des ouvrages assez solides qui permettent de s'y mettre assez bien, assez facilement. Le protocole se situe en 2 passages, un passage au printemps et puis un passage à l'automne. Ce qui est important, ce qui a été prouvé, c'est que ça apporte beaucoup d'espèces, enfin, ça peut apporter beaucoup de nouvelles espèces au passage automnal, et qui pose d'autres questions. Je reviendrai sur les exemples, notamment, comme l'évoquait Dominique, la sécheresse et les canicules, qui changent un peu la donne. Et évidemment, quand on fait se relever, on relève aussi différents paramètres de la mare pour pouvoir analyser derrière, que ce soit la granulométrie, la taille, la forme. Ça, c'est un peu des relevés un peu classiques sur toute caractérisation d'habitat. Donc, je parlais de cartographie des macro-habitats. Là, on voit sur un exemple d'une mare sur la réserve naturelle de la Loire bourguignonne, qui se situe au sud de la Nièvre. On a là, visuellement, c'est assez simple, 2 habitats, mais on a des cas beaucoup plus complexes. Donc, un autre exemple sur une autre mare de la réserve, où là, on peut voir au fond une zone avec des iris, on peut voir une zone avec des herbiers. Quand on est dedans, on a des herbiers différents, on a des zones d'eau libre. Donc, on doit vraiment essayer de cartographier ces habitats sans pour autant être botaniste. C'est vraiment d'avoir une approche habitat et non pas composition floristique. C'est-à-dire, faut se poser la question, entre guillemets, à échelle de coléoptère aquatique. Et donc, on a des marques très simples et des marques très compliquées qui peuvent complexifier aussi le temps de prospection, puisqu'on va diviser notre temps en fonction donc, des macro-habitats. Donc, une marque toute simple, enfin, une marque trop simple, j'ai envie de dire, juste un trou d'eau, ça va être très simple et rapide à échantillonner. Là où là, vu qu'on chronomètre, ça va être beaucoup plus long pour être le plus pertinent possible et avoir une vision le plus réaliste possible du peuplement de la mare. Comme je le disais, on ne va pas utiliser toujours le même outil. Quand on a assez d'eau, on va utiliser le troubleau comme sur la photo de gauche, où on va donc faire des 8 dans l'eau pour essayer d'aspirer les coléoptères dans le courant. Et sur les abords de la mare, là où le troubleau va être moins pertinent, on va un peu piétiner, on va utiliser un tamis, donc un tamis de cuisine, hein, ou un chinois ou un passoire, comme vous appelez ça, pour justement capturer les plus petites espèces, et les espèces qui vont se cacher à l'interface eau, terre et dans la vase. Donc on trie tout sur le terrain, on met dans un tube avec de l'acétate d'éthyle pour tuer et conserver les individus. Donc l'acétate d'éthyle, c'est du dissolvant de vernis à ongles, hein, tout bêtement, dans un coton imbibé. Et donc autre chose qui va se passer, c'est que quand on va faire du troubleau ou de la passoire, on va avoir beaucoup de matière. Donc il ne faut pas hésiter sur le terrain à tout vider sur un grand tamis avec une bassine blanche dessous, pour laisser le temps aux insectes de fuir la dessiccation des matériaux attrapés et attraper tous les petits insectes qui vont s'échapper. Avec toutes ces données-là, on va avoir donc nos coléoptères, on va les déterminer, on va avoir une liste d'espèces. Donc une liste d'espèces, c'est déjà bien, surtout sur des groupes qui sont un peu mal connus comme ceux-là, mais pour le gestionnaire, c'est un peu limité aussi, qu'est-ce qu'on en fait de ces espèces. Et donc l'idée, ça a été d'évaluer à partir de cette liste d'espèces un indice, donc un indicateur qui est l'hippocampe. Donc c'est un indicateur qu'on va définir en radar. Donc il va être divisé en 4 parties. Donc une partie qui est l'indice de rareté. C'est un indice qui a été créé par l'Université de Rennes. L'idée, c'est d'avoir une vulnérabilité à l'extinction. On n'a pas de liste rouge sur cette espèce-là. Donc, en fonction de la rareté de l'espèce, ça va avoir plus ou moins de poids pour la mare. Si la mare contient beaucoup d'espèces rares, ça va augmenter, et ainsi de suite. La richesse spécifique, donc je ne vous fais pas l'affront de développer ce point-là, mais bon, plus on a d'espèces, plus la biodiversité est riche, donc c'est intéressant de le prendre en compte. L'indice de spécialisation des communautés. Donc en fait, on va avoir des espèces, comme je disais, qui sont très ubiquistes, qu'on va voir dans beaucoup de mares différentes, quelle que soit la qualité de la mare, et inversement, des espèces qui ont besoin de conditions très particulières, et en fonction du coup de ce peuplement et de la biodiversité sur la mare,
on va pouvoir voir à quel point la mare abrite des espèces spécialistes et donc est importante pour la biodiversité des coléoptères aquatiques. Et le dernier point, c'est la richesse fonctionnelle, donc, qui se calcule à partir de 4 traits de vie, que sont le type de nourriture, le mode d'alimentation, l'utilisation des micro-habitats et la taille de l'animal. C'est ce que je présentais au début chez les coléoptères aquatiques, il y a une grande variété. On a des prédateurs, on a des phytophages, on a des très grandes espèces, des petites espèces. Et plus on va avoir d'espèces différentes, plus ça montre aussi que la mare est fonctionnelle et donc qu'elle a un intérêt pour la biodiversité. À partir de ces 4 indices-là, on va faire un diagramme au radar, donc un exemple en bas à droite que je développerai après. Et à partir donc, de ce diagramme au radar et de toutes les mares qu'on a dans le référentiel, j'y reviendrai après, mais c'est un point très important, on va pouvoir évaluer la mare entre une évaluation élevée, donc une très bonne note, et une note très faible. Ce qui est très important dans l'ICOCAM, c'est qu'on se base sur un référentiel de mare, c'est-à-dire que plus on va avoir de mares dans le référentiel, plus nos chiffres vont être pointus, notamment l'indice de rareté qui se calcule en fonction des autres mares qui sont dans le référentiel. Donc le premier travail a été fait en Basse-Normandie avec énormément de mares de fait. Donc, on est à plus de 140 mares au début et là ça a remonté depuis. Ça s'est développé aussi beaucoup en Bretagne et depuis aussi dans les Hauts-de-France. On a un gros jeu de données nord et ouest, on va dire. Ça se développe un peu en Bourgogne, mais pour l'instant on n'a pas un jeu comparable. L'idée à terme, c'est d'avoir des référentiels de mares par grande zone biogéographique. On en a 6 en France. Donc plus on va faire d'ICOCAM et plus l'ICOCAM va devenir solide et va être important. Actuellement, on se base sur le même référentiel, il n'est pas encore redivisé, mais ça j'y reviendrai après. Donc quelques exemples concrètement, qu'est-ce qu'on peut en sortir de l'ICOCAM et à quoi ça ressemble. Donc je reviens donc sur la réserve naturelle régionale de la Loire bourguignonne, qui est gérée par le Conservatoire d'espèces naturelles de Bourgogne. Là donc vous avez en photo une petite mare temporaire, qui est visuellement très jolie. Faut savoir, donc, mare temporaire, donc une mare second passage à l'automne qui était à sec, mais c'est normal, il n'y avait aucune raison qu'il y ait de l'eau dedans. Et donc là, on voit dans le cortège qu'on a eu, on avait un cortège avec des espèces pionnières et des espèces qui sont liées au milieu temporaire, et c'est pour ça qu'on a un indice de spécialisation qui est assez élevé, on va dire. On avait quand même des espèces assez différentes, donc une richesse fonctionnelle, mais sur un milieu très typique comme ça, on avait une richesse spécifique qui est au final assez faible. Il y a aussi quelques espèces relativement rares, donc la rareté relative n'est pas non plus très élevée. Donc, à partir de ça, donc là, on a vu, en étudiant les cortèges, qu'on a un cortège très pionnier, typique de ce genre de milieu, avec notamment des espèces liées au fond sableux. Donc voilà, donc c'est pas une mare exceptionnelle, on voit, elle n'est pas classée, elle reste dans l'orange, mais elle a quand même son intérêt pour la biodiversité locale et pour l'intérêt, et pour la réserve, pardon. L'autre mare que je vous présente sur la même réserve, qui est située pas très loin, donc plus complexe, on voit qu'il n'y a pas du tout le même graphe. On n'a pas du tout le même résultat et la même approche. Donc là, c'est une mare qui était en eau toute l'année. On a pu faire les 2 passages dessus, malgré la sécheresse qu'il y a eu. On peut remarquer, donc, par contre, que l'indice de rareté est très faible. Par contre, on a une richesse fonctionnelle énorme, un très grand nombre d'espèces et une spécialisation des communautés qui est quand même assez élevée. Alors, première chose importante à noter, c'est qu'au passage d'automne, on a eu 9 espèces de plus. Donc ça montre bien l'intérêt de passer à l'automne et pas qu'au printemps. Et inversement, il y a 15 espèces qu'on a croisées qu'au printemps et qu'on n'a pas croisées à l'automne. Donc c'est bien la complémentarité des 2 passages qui est intéressant. Et en période maintenant où les mares s'assèchent de plus en plus vite, c'est vrai que c'est problématique, puisqu'on aura peut-être des visions un peu plus gênantes, enfin un peu plus biaisées sur ces analyses-là. Ce qui est intéressant dans cette mare par rapport à la spécialisation des communautés, c'est qu'on a 60% des espèces qui ont été contactées qui sont liées aux mares bien végétalisées. Effectivement, quand on est sur le terrain, la mare est bien végétalisée et est assez chouette. Mais on a très peu au final d'espèces rares vraiment intéressantes. Donc ça fait que la note n'est pas non plus exceptionnelle. C'est une marque qui va être importante dans ce secteur, mais qui n'a pas un enjeu de patrimonialité, on va dire, à l'échelle supra-réserve. Très rigolo dans cette marque, par contre, pourquoi elle joue aussi un rôle important dans la réserve, c'est qu'on a détecté des espèces pionnières dedans. Et typiquement, en fait, l'hypothèse qu'on a mise, c'est que les mares du secteur, on a en bord de Loire beaucoup de mares temporaires, et quand toutes ces mares temporaires s'assèchent et que les espèces ne trouvent plus l'habitat préférendum, certaines ont dû se rabattre sur cette mare qui était la seule en eau à ce moment-là, comme zone refuge. Donc, cette mare, même si elle n'a pas de grosse rareté, joue un rôle, a priori, refuge pour toutes les espèces du secteur. Donc voilà, un exemple différent.
on passe sur un autre contexte de réserve encore pour vous illustrer un peu le protocole. Donc là, on est sur la réserve naturelle régionale des Mardelles de Prémery, qui est gérée par l'ONF, toujours dans la Nièvre. Donc un secteur avec des boisés, avec beaucoup de mares tourbeuses ou paratourbeuses. Donc là, on a eu le souci, c'est que il y a 2 mares qui ont été échantillonnées et que je vais vous présenter. Et là, par contre, à l'automne, les mares étaient secs et ce n'est pas normal dans un contexte humide comme là-bas. C'est vraiment exceptionnel. Donc ça peut biaiser un peu nos résultats. Sur cette mare-là, qui est une mare qui est au centre de la tourbière, on a une forte rareté relative, une très forte spécialisation des communautés. Et on voit par contre qu'en richesse spécifique, on est assez faible, et en richesse fonctionnelle, c'est un peu moyen. Et en fait, concrètement, dans les espèces, on n'avait que 20% d'espèces ubiquistes, et on avait beaucoup d'espèces qui sont liées au milieu tourbeux, et qui on va ne trouver que là. Donc, un enjeu fort de la réserve par rapport à ces endroits-là, et aussi une fragilité. Si les mares sont à sec, typiquement ce genre de secteur, nos coléoptères aquatiques des milieux tourbeux, on ne les retrouvera pas ailleurs. Ils ont du mal à retrouver un milieu compatible. Une autre mare pas très loin, on voit que du coup le graphique change. On a moins d'espèces rares, mais on a quand même énormément d'espèces spécialistes. C'est des milieux très typés, on va avoir des espèces vraiment liées qu'au milieu tourbeux. Et donc elle est un peu moins intéressante à première vue comparée à l'autre, mais elle a quand même son rôle à jouer et on voit que les espèces présentes ici ne se trouvent pas dans une mare agricole ou une mare dans deux contextes différents. Et là, on n'avait que 15% d'espèces ubiquistes, ce qui explique la spécialisation qui est encore plus forte. Ce qui est intéressant, là, c'est vraiment des one-shots sur des mares à un moment, donc sur une année. Mais les coléoptères aquatiques ont la capacité justement de décoller et de partir quand la mare ne leur plaît plus, quand la mare s'assèche. Ce qui veut dire que ce sont aussi des bons indicateurs comparés à la gestion. Je reste sur cette mare-là pour l'exemple. Si jamais le gestionnaire souhaitait intervenir pour, par exemple, rapporter de la lumière, on voit que c'est une mare qui est quand même très fermée par les ligneux. Si par exemple, sur cette réserve, il y a une problématique sur le triton marbré, on voulait réouvrir des mares, on pourrait très bien utiliser l'ICOCAM pour suivre l'évolution des mares et suivre l'intérêt de la biodiversité en général de la mare. En repassant plus tard, on verrait que le graphe va évoluer, le cortège va évoluer, on pourra bien comparer l'évolution. Est-ce que la mare est de plus en plus intéressante pour la biodiversité par le prisme du coléoptère aquatique? Donc, il y a vraiment deux approches. Soit une approche, on va étudier tenter la mare, voir si elle fonctionne correctement, quel est le cortège qui est présent, ou l'idée d'un suivi pour voir la mare au fil de la gestion et de la colonisation des arbustes ou de la réouverture, comment elle va évoluer, comment le cortège va être plus ou moins intéressant. L'ICOCAM, donc moi je suis un grand défenseur de ce protocole, je trouve très intéressant, puisqu'il comble un vide un peu dans l'étude des mares, puisqu'on avait l'IBGN qui permet d'utiliser les invertébrés sur des milieux courants. On a des protocoles très poussés du côté suisse pour les mares, mais rien de taille humaine. Et les coléoptères aquatiques nous offrent quand même une vision assez pointue et sur des espèces en plus qui ne sont pas assez étudiées. Et donc, c'est un peu une pierre deux coups. Par contre, il y a quand même des limites. On ne peut pas tout faire et on arrive quand même à être bloqué, notamment sur la taille de la pièce d'eau. Plus la pièce d'eau va être grande, moins notre approche, même une approche standardisée, va être simple et va être pertinente. Donc, sur un étang, typiquement, on va avoir du mal à appliquer l'ICOCAM, puisqu'on va avoir du mal à échantillonner tous les macro-habitats et avoir une vision vraiment concrète. Donc, on l'a testé, on le teste encore, mais c'est vrai que c'est assez limité et que là, on arrive un peu aux limites en termes de taille. Il faut quelque chose qui soit, on va dire, à taille humaine. Donc, les très grandes mares, ça marche, mais au bout d'un moment, alors j'ai plus en tête les surfaces, mais on déconseille l'ICOCAM. L'autre grand besoin, c'est qu'actuellement, on travaille sur un référentiel national et que l'objectif, c'est qu'il y ait un référentiel local, donc par région biogéographique. On en compte 6 en France pour les coléoptères aquatiques. Donc, il faut investir du temps au début pour faire échantillonner des mares, pour avoir ce référentiel local et se rendre compte quelles sont les espèces, notamment rares à notre échelle, et pour affiner l'indice de rareté graphique. Donc, c'est de l'investissement. Ça a été fait dans des endroits, enfin, ça a été fait en Normandie, ça a été fait en Bretagne et dans les Hauts-de-France récemment. On commence à le faire en Bourgogne, pour l'instant, sur du temps bénévole. Et c'est quand même, il faut impulser la chose pour que ça soit vraiment pertinent, efficace et que ça roule bien. Et le dernier souci, c'est que ces jolis graphiques qu'on a là pour l'instant sont produites par le Grecia de façon très, très sympathique, et du coup, on n'est pas encore autonome sur l'application de l'ICOCAM à la fin, puisque du coup, il faut passer par Lionel Picard notamment pour avoir ces graphiques. Et que l'idée à terme, donc c'est en cours, en tout cas c'est dans les projets, mais toujours il faut trouver les financements, c'est d'avoir une application autonome qui permettrait que les
que n'importe qui puisse passer par l'application, par le site internet, je ne sais pas quelle forme ça prendrait, pour entrer sa liste d'espèces, ses conditions, ses relevés sur la mare, et puisse sortir lui tout seul son graphique. Ça permettrait d'alimenter plus facilement aussi les référentiels locaux. Et là, pour l'instant, c'est un projet, mais ce n'est pas encore le cas, donc c'est quand même assez lourd. L'autre limite que je n'ai pas citée, c'est que, comme je vous l'ai évoqué, la détermination n'est pas simple. Il faut quand même être relativement spécialiste pour déterminer les coléoptères aquatiques, même si avec de la motivation, on s'y met très bien. Ce n'est pas un groupe du tout inattaquable, mais ça demande typiquement l'observation des reliefs des élytres sous l'eau binoculaire, donc des choses assez précises. Et pour beaucoup d'espèces, il faut disséquer. Donc, ça veut dire si on trouve que des femelles sur un site, on n'ira pas à l'espèce. Et par exemple, les agabuses, tout petits coléoptères noirs, là, des petits ditiques, parfois il faut un mâle pour aller à l'espèce et disséquer, donc une approche un peu plus chirurgicale, on va dire. Mais rien n'empêche de former les gens des réserves à la collecte, donc tout ce temps d'inventaire dans la mare soit assuré par le gestionnaire, et que la détermination se fasse ensuite par un spécialiste formé. Donc on peut aussi très bien travailler comme ça, et ça peut faire gagner du temps et du coup de l'argent. Voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si vous voulez me recontacter après au sujet des coléoptères aquatiques. Je suis tout oui. Merci Mathurin. Donc on va passer à la dernière intervention de cet après-midi. Et donc on va donner la parole à Céline à propos donc, des milieux agro-pastoraux et de leur état de conservation. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est tout bon. Alors, je reprends mon truc. Est-ce que vous voyez aussi? Luc, c'est bon. Vous voyez le diaporama? On voit le diaporama, oui. Ok. J'arrive pas à passer. Attendez. Oui, voilà, c'est bon. Attends, on va voir si ça fonctionne là, parce que pour l'instant, ça n'a pas changé de diapo. Ouais. Là, c'est bon? C'est bon. Si jamais on voit que ça lag trop, on passera autrement. Oui, ok. D'accord. D'accord. Donc, c'est tout bon, là. Je peux y aller? Vas-y. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Céline Mazuet, attachée scientifique à l'association des Amis de la réserve naturelle du lac de Remoret. Je vais vous présenter l'évaluation de l'état de conservation des milieux agro-pastoraux réalisé par un stagiaire en 2018. Donc, le site d'étude qui est concerné par cette évaluation d'état de conservation, c'est le site Natura 2000 Vallon d'Adrésine et de la Bonnavette, qui se situe dans le Haut-Doubs, au sud du lac de Saint-Point. Il s'étend sur 1328 hectares et concerne 5 communes. L'Abergement Sainte-Marie et Remoret-Bougeon sont les plus importants. Donc, l'altitude moyenne du site est de 900 mètres. La structure porteuse de Natura 2000 est depuis 2012 le parc naturel régional du Haut-Jura, qui confie l'animation aux Amis de la réserve naturelle. Donc, sur ce site, des agriculteurs ont souscrit des mesures agri-environnementales et climatiques. Et du coup, cette étude avait été financée en 2018 par des crédits Natura 2000. Début 2020, 5 828 espèces, dont 10 espèces d'intérêt communautaire, étaient connues sur l'ensemble du site Natura 2000. Donc, je vous laisse les observer. 27 habitats d'intérêt communautaire sont actuellement recensés, dont 5 habitats agropastoraux. Donc, au sens des cahiers d'habitat, les habitats agropastoraux sont représentés par l'ensemble de la végétation herbacée ou frutescente, de pelouses, de prés, de prairies, de garrigues et de landes dans certains contextes, et qui constituent l'essentiel des paysages ruraux de France.
et ce sont des espaces qui sont, comme leur nom l'indique, fortement associés aux activités pastorales et agricoles. Donc la question de l'étude, c'était de savoir quel est l'état de conservation des habitats agropastoraux à l'échelle du site Natura 2000. Sont concernées les prairies de fauche, les pelouses calcicoles et les prairies humides à Moligny, de code Natura respectivement 65-20, 62-10 et 64-10. Concernant le choix de la méthode, l'association souhaitait tester la méthode du Muséum national d'histoire naturelle qui a été publiée dans sa 3e version en 2015. C'est une méthode qui est connue comme simple à mettre en œuvre et d'un bon compromis coût-efficacité. Pour cela, on a donc recruté un stagiaire, Rémi Turban, pendant 6 mois en 2018, de mars à août. Donc, le principe de la méthode repose sur 3 grands paramètres. Donc, le premier paramètre, la surface couverte. Le deuxième, composition, structure et fonction. Et le troisième, concernant les altérations. Donc, le premier paramètre est un paramètre qui nécessite un travail de comparaison de 2 cartographies de végétation entre deux périodes différentes. Donc, c'est un travail qui se réalise via un système d'information géographique, alors que les 2 autres paramètres concernent plutôt des données qui vont être récoltées sur le terrain au moment de l'étude. Donc, chaque indicateur apporte un malus ou un bonus en fonction des valeurs seuil ou bien de listes préétablies pour certains. Par exemple, pour l'indicateur présence d'espèces eutrophiles, si sur le quadrat, on est en présence de plus de 40% d'espèces eutrophiles de la liste prédéfinie, alors on attribue un malus de moins 40. Donc, pour comprendre plus précisément, du coup, pour chaque polygone, on part d'une note qui est égale à 100, auquel on ajoute un bonus ou on retire un malus. On obtient la note du polygone. Et la note de l'habitat se compose de la moyenne des notes de chacun des polygones, auquel on aura retiré le malus au niveau du site. Donc après, une fois qu'on a la note, on peut la situer sur une échelle de ce type-là, qu'on voit en bas. Donc si on a une note qui est comprise entre 0 et 39, on parle d'état de conservation dégradé. Si elle se situe entre 40 et 69, d'état altéré. Et si elle se situe entre 70 et 99, on parle d'état de conservation favorable. Si elle atteint 100 et voire au-delà, avec le jeu des bonus, on parle d'état optimal. Le plan d'échantillonnage se décompose selon plusieurs échelles en fonction des indicateurs mesurés. Donc, des indicateurs vont être relevés au niveau du site pour la surface et la connectivité de l'habitat. D'autres vont être relevés au niveau de la parcelle, par exemple le recouvrement des ligneux, le recouvrement du brachypode pour les pelouses, de la Moligny pour les prairies à Moligny, le recouvrement des espèces exotiques envahissantes, la sténoïcie des lépidoptères diurnes aussi sera relevée au niveau de la parcelle. Et enfin, un autre niveau d'échelle, c'est l'unité d'échantillonnage qui se compose d'un carré de 5 mètres par 5 mètres sur lequel on fera un relevé de végétation pour identifier les espèces eutrophiles, celles qui sont indicatrices du régime agropastoral, les espèces indicatrices de la fauche, les espèces de mégaphorbiae ou bien des espèces turficoles dans le cas des prairies à Moligny. Donc, sur le site Natura 2000, on avait choisi de travailler sur 25 polygones pour les prairies de fauche, ce qui correspond à 72% de la superficie de cet habitat sur l'ensemble du site.
18 pelouses calcicoles, donc correspondant à 79% de la surface de cet habitat sur le site, et 19 prairies amolinies, correspondant à 78% de la superficie de cet habitat sur le site. Donc, concernant les résultats, donc, comme je l'expliquais en introduction, du coup, l'évolution de la surface s'effectue entre deux périodes différentes, donc ici 2001 et 2008 et 2008-2017. Donc on peut voir que pour les prairies de fauche et les prairies amolinies, on a une augmentation de cette évolution de surface qui est significative. Elle est supérieure au seuil de 10% qui est fixé par la méthode. Donc on statue bien sur une augmentation pour les prairies de fauche et les prairies amolinies. Pour les pelouses, l'augmentation est de 5% et quelques. Elle est non significative parce qu'elle n'atteint pas le seuil des 10% fixé par la méthode. Et donc là, on considère qu'il n'y a pas d'évolution, qu'elle est stable entre les deux périodes. Donc dans le cas d'une stabilité ou d'une augmentation, aucun malus n'est attribué. Concernant la connectivité, elle est calculée de deux manières différentes. Donc, une méthode de calcul qui se base sur l'indice de taille effective de maille et une autre sur la distance moyenne entre les tâches. Donc, on peut voir que pour les prairies de fauche, les deux méthodes de calcul nous donnent des résultats différents. Donc, pour la première méthode, on a une évolution qui est significative de la connectivité, alors que la deuxième méthode nous donne une diminution non significative. Donc là, la méthode nous dit de considérer la connectivité comme stable entre les deux périodes. Concernant les pelouses, les deux calculs montrent une augmentation, mais celle-ci n'est pas significative. Donc, de la même façon, on considérera qu'il n'y a pas d'évolution de connectivité entre les deux périodes. Pour les prairies amolinies, le premier calcul montre une diminution qui est significative, alors que l'autre calcul montre une augmentation significative. Donc là, de la même façon, on considérera qu'il n'y a pas d'évolution de la connectivité entre les deux périodes. Donc après, pour décliner plus précisément les résultats, pour les prairies de fauche, le tableau en haut présente donc en ligne chaque parcelle, avec là, vous trouverez en colonne les principaux indicateurs des prairies de fauche. Par exemple, il y a un indicateur sur les ligneux, un autre sur le trophy, un autre sur les espèces indicatrices de fauche, sur les espèces exotiques envahissantes, un sur la sténoïcide et l'épidoptère, et un qui concerne les atteintes localisées. Donc, on peut voir, une fois qu'on a fait les calculs, je rappelle qu'on part d'une note par polygone égale à 100. Donc, du coup, la moyenne ici, pour les prairies de fauche, s'élève à 57, ce qui correspond, si on se rapporte à l'échelle en bas, à un état de conservation altéré pour les prairies de fauche. Donc, cette figure aussi montre la distribution des polygones par rapport à l'échelle, enfin sur l'échelle. Donc, on peut voir qu'il y a 8, donc il y avait 25 prairies de fauche évaluées. 8 parcelles, du coup, se situent dans un état de conservation dégradé. 8 également se situent dans un état altéré et 8 favorables et une atteint la note optimale, égale à 100. J'ajoute que c'est une parcelle qui est gérée par l'association, celle-ci. Une autre représentation est possible, donc en faisant un diagramme, un graphique radar, ça permet de visualiser les disparités. Donc ici, on peut voir que
enfin, on s'en doutait, hein, un gros problème concernant l'eutrophie. Donc, les prairies de fauche du site Natura 2000 ont une fertilisation trop importante et également un problème lié aux espèces de flore et de lépidoptères où on a moins de, enfin, les espèces spécialistes ne sont pas forcément au rendez-vous. Pour les pelouses, donc la note est un peu meilleure que pour les prairies. Elle atteint 65, donc très proche de l'état favorable, hein, qui commence à 70. De la même manière, ce qui en ressort, c'est qu'il y a un problème lié à l'eutrophie, surtout dans les secteurs mécanisables, alors qu'on peut voir que les pratiques agropastorales sont assez équilibrées, comme le montre le graphique radar. Après, la distribution est un peu meilleure que pour les prairies de fauche. Donc, seulement 2 parcelles sur 18 se trouvent dans un état dégradé. 7 sont dans un état altéré, 7 dans un état favorable et 2 dans un état optimal. Pour les prairies à Moligny, donc, on a une note égale à 67, donc encore très proche de l'état favorable, mais ça ne l'atteint pas. Donc une seule parcelle est dans un état dégradé. Du coup, ça fait 12 sont dans un état altéré et 6 dans un état favorable. Donc on peut, après le diagramme radar permet de montrer qu'il y a des problèmes liés aux perturbations du régime hydrologique. Certaines parcelles sont pourvues encore de drains et du coup un problème aussi d'enrichissement trophique, comme on peut voir, certaines espèces sont plutôt liées, sont des espèces de mégaphorbiaires, alors qu'on est dans un habitat de prairie à Moligny. Après, là, un autre exemple de type de rendu sous forme de cartographie, où du coup, là, pour le communal de Remoret, par exemple, on peut voir sur une carte l'état de conservation favorable pour certaines parcelles, d'autres en jaune, l'état de conservation altéré, et en rouge, un état de conservation dégradé. Et pour conclure, cette étude a donc déterminé que pour le site Natura 2000, l'état de conservation des prairies de fauche, des pelouses et des prairies à Moligny est altéré. Donc le test de la méthode du muséum nous donne un résultat conforme à ce que l'on pressentait. Le stagiaire a relevé quelques limites, comme l'aspect chronophage de tous ces inventaires, et peut-être un manque d'exhaustivité pour les relever sur les lépidoptères, car il avait réussi à faire seulement 2 passages avant la fauche. Après, cette évaluation est également très dépendante des listes d'espèces indicatrices, donc il y a quand même un gros travail à faire en amont pour bien cibler les espèces. Et par contre, il n'a pas été convaincu pour la méthode pour mesurer la connectivité des habitats. Comme je l'ai présenté, souvent les 2 méthodes de calcul montraient des résultats contradictoires. Et enfin, par contre, le point fort de cette méthode, c'est sa mise en place assez simple. Elle est adaptative, on n'est pas obligé de prendre tous les indicateurs, et elle reste facile à mettre en œuvre en fonction des compétences de l'évaluateur. Voilà, merci. J'en ai fini. Merci Céline. Donc, on va commencer la partie questions. Donc, on a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées par chat, notamment pour Dominique et donc notamment par rapport à la complexité
Du traitement statistique que tu soulignais, Dominique, avec, eh ben on a des propositions qui ont été faites par Patrick Giraudoux. Je sais pas si tu veux préciser, Patrick, à l'oral, ou si je lis simplement. Bah, non, c'était juste des suggestions mises sur le tapis. Hein. Bon, faut pas se faire d'illusions. Hein. J'ai jamais eu de cas où les statistiques te permettaient de montrer quelque chose que les gens n'avaient pas vu déjà. Bon, par contre, ça permet des fois de mettre une borne à des surinterprétations. Mais je pense qu'il faudrait que j'en discute avec Dominique Langlois. Il y a peut-être des possibilités de tirer la meilleure partie encore des données, mais je pense que tout est là, il n'y a pas de souci là-dessus. C'était juste des idées qui me traversaient. D'accord, bah, ça rappelle aussi l'intérêt d'un lien avec aussi des chercheurs spécialisés dans ces analyses statistiques, hein, comme on a vu. Il y a un truc qui me frappait, mais bon, c'est dans l'idée de multiplier les tronçons, enfin les segments sur une même distance. Hein. Bon, on voit bien que quelque part, on peut augmenter des effectifs comme ça, enfin, le nombre d'échantillons. La difficulté auquel il faut faire gaffe, c'est qu'on va vite arriver à des pseudo-réplicats. C'est-à-dire que les tronçons seront de plus en plus proches les uns des autres, de fait, et donc ne sont pas indépendants, et donc ça pose d'autres problèmes statistiques. Bon, mais bon, c'était juste pour alimenter la réflexion, c'était pas vraiment quelque chose de prégnant. À l'occasion, on pourra peut-être en discuter par ailleurs. Sauf si Dominique a déjà des questions. Nous, on n'a pas les compétences en interne très pointues au niveau statistique, hein, donc on est obligé de faire appel en fait, à ces compétences en externe. C'est vrai que dans ma sélection, je dirais, du stagiaire en Master 2, je me suis assuré à ce qu'il soit encadré par un biostatisticien. Donc là, il venait de la fac de Rennes, il avait vraiment un enseignant qui s'était engagé à suivre son travail, ce que, d'un point de vue statistique, moi, j'étais incapable de faire. Ok, ben non, mais c'est bien, il n'y a pas de souci. Hein. Après, il y a toujours 10 000 solutions pour un même problème, donc tu trouveras toujours quelqu'un qui te donnera des alternatives. Bon, après, il faut faire le tri sur la meilleure, et puis voilà, quoi. Voilà. Alors, je pense qu'on a réussi à montrer des tendances, des évolutions. Par contre, en effet, où on a bloqué, c'est sur l'interprétation de ces évolutions, où là, en effet, nos modèles n'y ont pas répondu, et je pense que ça va au-delà de nos compétences, certainement. Mais là, tu sais, il n'y a pas de regret, hein. Ce n'est pas le statisticien qui pourra faire l'interprétation. Bon. Par contre, ce qui pourrait le faire, tu vois, par exemple, quand tu as des décalages dans le temps entre une cause et un effet, bon, il y a quand même des moyens de le traiter qui me semblent ne pas avoir été utilisés, qui pourraient peut-être être utilisés pour te sécuriser. Bon, voilà. L'intérêt, je pense, de cette méthode quantitative, en fait, c'était de dire, quand on a juste les inventaires d'espèces et qu'on compare les inventaires d'espèces sur tous les 5 ans, tous les 10 ans, eh bien, on ne voit pas ces évolutions. Là, ce que je n'ai pas dit dans mon diaporama, c'est qu'en termes de diversité spécifique, en termes d'espèces remarquables, on n'a rien perdu depuis 20 ans. Mais le peuplement s'est dégradé. Quantitativement, on voit bien que ça s'est dégradé. Donc, c'était ça l'intérêt de ce protocole. Totalement. OK. Je vais peut-être donner la main à Guillaume qui demande la parole. Je ne sais pas, Guillaume Doucet, tu voulais poser une question à qui? J'avais une question à Dominique, du coup, par rapport à la thématique de l'atelier. Sur cet indicateur lépidoptère, comment on peut en faire un indicateur d'état et le seuiller derrière? On n'est pas allé jusque-là. Tout à fait. Je ne suis pas capable de mettre des seuils derrière. Il faudrait travailler sur les seuils autour de la stabilité. Mais moi, c'est déjà très compliqué de mettre à évidence est-ce que le peuplement est stable ou pas. Donc, plus ou moins stable, il faudrait aller vers cela, quoi. L'état de conservation favorable étant une stabilité du peuplement. Mais seuiller derrière, non, franchement, je ne sais pas comment empoigner les choses, quoi. Et donc là, c'est vrai que je répondrai pour l'instant plus qualitativement, en effet, et j'aurais du mal à rentrer des seuils quantitatifs dans un tableau. Parce que, comme tu disais, il y avait des variations au niveau des abondances des spécialistes. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une année de référence ou un groupe d'années pour dire que
Ben, a priori, ces années-là, c'était la référence en termes d'abondance de spécialistes et que c'est la base pour définir si ça augmente favorablement ou défavorablement. Je suis embêté par rapport à ça, parce qu'on voit bien que cette base-là, 5 années de base ne suffisent pas, quoi. Il faudrait qu'il y ait au moins 10 années peut-être. Peut-être qu'il faut aller dans ce sens-là. Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'on n'a pas des jeux de données suffisamment longs pour pouvoir montrer qu'il y avait un moment, en effet, qui correspondait à une base avec un état de conservation favorable. Si je peux me permettre d'intervenir, c'est une question extrêmement délicate parce que vous connaissez, je suppose tous en tant que gestionnaire, le syndrome de la ligne de base qui se déplace, quoi, le Shifting Baseline Syndrome. Ça veut dire simplement que la mémoire qu'on a de l'état d'un écosystème, il tient surtout à la mémoire de l'enregistrement des données. Et c'est exactement ce que dit Dominique, comme on n'a pas de recul, on ne sait pas ce qu'étaient finalement ces milieux-là il y a 20, 30 ans ou 40 ans. Donc, si on prend la ligne de base qui serait celle du début de l'étude, elle est peut-être déjà très dégradée par rapport au potentiel du milieu. Donc, je crois qu'il faut rester très, très prudent là-dessus, puis observer sur le long terme, sachant qu'on sera toujours tronqué vers le passé. Donc, on n'aura jamais une certitude de dire, voilà, c'est cette ligne-là qui est intéressante ou telle autre. Après, je crois que c'est le choix aussi du gestionnaire de se définir un état de référence. On le fait par exemple sur les surfaces à regagner. Est-ce qu'on remonte aux années 1900, 1950, 1980? Et donc, c'est un peu le même travail de se dire à un moment, il faut se donner une valeur, quitte à se rendre compte qu'on s'est trompé après. Mais moi, ce que ça me fait dire, c'est que sur un suivi qui a quand même 20 ans de retour, où on n'arrive pas forcément à avoir une vision claire, il est quand même assez chronophage au final. Et du coup, peut-être que les papillons ne sont pas le meilleur outil pour compléter l'évaluation de l'état de conservation des pelouses. Ça fait écho à une question posée par Camille Barba de l'EPAGE ou d'Outlou, qui dit, au vu de la multitude de facteurs influençant les populations de papillons, est-ce que les repalocères sont finalement des bons indicateurs pour évaluer les effets de la gestion? Moi, je me pose la question en tout cas, et par rapport à des résultats sur d'autres groupes type orthoptère, comme ce qui a été présenté un peu hier, ça semble beaucoup plus léger et a priori plus facile à analyser, même si on n'a pas le retour du suivi des papillons qu'il peut y avoir depuis 2001 jusqu'à maintenant. Mais je peux poser la question de finalement, quel est l'objectif de gestion là? Au niveau des pelouses, oui, c'est de garder une mosaïque d'habitat avec le plus hétérogène possible, à la fois horizontale avec la diversité floristique et verticale avec la diversité des strates. Donc on peut résumer en disant maximiser la biodiversité là. Enfin, maximiser, non, pas, la biodiversité et les espèces spécialistes de cette biodiversité. Enfin, oui, ça en fait partie dans ce cas. Oui, on va pas mettre des baleines et des éléphants, on est d'accord. Hein. Mais donc, du coup, on a l'objectif de gestion. Donc, du coup, l'indicateur, il doit montrer que cette biodiversité souhaitée est maximisée. Non? Je me trompe ou pas? Je pense que là, on a un indicateur par rapport aux différents habitats de cette mosaïque. Comment évolue en effet la pelouse, comment évoluent les ourlets, comment évoluent les buissons. Est-ce que les espèces qui sont sur ces micro-habitats, en effet, est-ce qu'elles sont toujours là et en quelle quantité? Moi, je pense qu'on a en effet ces réponses. Ouais. Ok. Ce que je propose, c'est il y a une remarque de Damien Marage par rapport à ça, par rapport à ces questions d'état de référence. Je vais vous lire ce qui est écrit et après on va passer peut-être à des questions qui ont été posées pour Mathurin et pour Céline. Donc, sur cette question d'état de référence, vous pouvez voir dans le chat aussi, il y a donc un ouvrage de référence qui est conseillé par Damien, sorti récemment, sorti en fait, pas encore sorti. Il parle de juin 2021. Faut-il être nostalgique du passé pour protéger la nature de demain? La notion d'état
de référence à l'ère anthropocène. Voilà. Donc, pour Mathurin, d'abord, il y a eu plusieurs questions posées par rapport donc aux ouvrages de référence. Tu y as répondu un peu directement. Ouais, donc je vais me répéter. Donc, on a la Faune de France, en fait, qui est en libre téléchargement donc de Guignot, donc en PDF sur le site des Fautes de France. Donc, c'est déjà un ouvrage, même si quand ça a daté, qui est accessible et complet. Sinon, pour attaquer la détermination, il y a des ouvrages anglais qui sont assez bien foutus, qui sont à prendre quand même avec des précautions, puisqu'ils n'ont pas toutes nos espèces, donc à mettre en relation, soit avec la Faune de France ou le catalogue des coléoptères de France. On a différents documents dans différentes revues sur des groupes un peu plus précis. C'est un autre ouvrage quand même que je voudrais pointer, qui existe, c'est le bassin parisien. C'est le catalogue des coléoptères en région parisienne d'un des pontes des coléoptères aquatiques, qui est Pierre Quesnay, et qui notamment évoque pour chaque espèce les habitats dans cette région. Donc ça, c'est pour la détermination. Et l'autre question qu'on m'a posée, c'est si on prend en compte la température dans les relevés. Donc c'est un des facteurs qu'on peut relever lors de l'ICOCAM, mais il est optionnel. Et à mon sens, il n'est pas très pertinent, parce qu'au sein de la mare, entre les bordures, où il y a une très faible lame d'eau, selon la forme de la mare, mais souvent une faible lame d'eau, le centre de la mare, la température va être différente, et ça influe beaucoup aussi sur la présence de coléoptères aquatiques ou pas. On va pas avoir les mêmes espèces qui vont se réfugier sur les bords à l'interface eau-terre, où il va faire plus chaud, et donc on va avoir potentiellement plus de proies ou plus d'algues pour certaines espèces qu'au centre. On peut le relever. Pour l'instant, en fait, c'est typiquement le genre de données qu'on va essayer de relever au maximum pour enrichir la base. Et peut-être que dans des analyses futures, on dira, en fait, on en tire quelque chose ou pas. Mais pour l'instant, elle n'est pas. C'est une donnée qu'on note, mais qui n'est pas utilisée concrètement. Et autre source pour la détermination, si vous voulez vous lancer dans les coléoptères aquatiques, il y a un très bon forum sur Internet qui est le Monde des insectes, avec une communauté qui s'entraide. Et si vous voulez vous lancer dans la détermination et faire vérifier vos bêtes, pour que vous arrivez à peu près à prendre des photos, la communauté est là. C'est, je pense, bien pour se mettre le pied à l'étrier. Merci. Je vais peut-être laisser du coup, Marie-Jo, tu avais des questions particulières par rapport à la méthodologie présentée par Céline. Est-ce que tu peux préciser ta question à l'oral? Oui, en fait, oui, je me posais la question à savoir, sur la première partie du tableau qui concerne l'évolution en superficie, les comparaisons carte à carte, où là, il me semble que par rapport à l'intitulé de l'étude qui est d'évaluer l'état de conservation d'un habitat, là, on est déjà finalement dans l'ordre du suivi, d'une part, et non plus d'un état de conservation à un moment donné, il me semble. Et puis, la chose qui m'embête un petit peu sur cette première partie de tableau, sur l'évolution des surfaces, c'est qu'étant donné qu'on se base sur deux cartographies à dates différentes, on a une marge d'erreur assez importante, à mon avis, sur les notions d'interprétation d'habitat, surtout si on s'en réfère au numéro à 4 chiffres de Natura 2000, qui englobe quand même plusieurs types de communautés végétales à chaque fois. Donc, si effectivement, dans le terme de prairie de fauche et dans le terme de moulinet, on y met des choses différentes, évaluer des évolutions de surface même à 10 ans d'accord, je ne sais plus, j'ai pas relevé les dates, ça me semble un petit peu, enfin, pas précis, quoi. Enfin, pas précis, et puis surtout avec des marges d'erreur possibles, il me semble. Enfin, je vois que tu as l'air d'accord, Céline. Oui, Marie-Jo, oui, je te rejoins. En fait, nous, on voulait tester vraiment la méthode. Tu dois connaître le document du musée. Sur la partie purement état de conservation, bon, il y aurait peut-être encore des choses à dire, mais c'est pas sur les autres parties, d'évaluer à partir d'un habitat donné les différents éléments à prendre en compte, pourquoi pas, effectivement, il peut y avoir des choses à chercher là-dedans. Mais comparer d'une année à une autre avec des choses qui ne sont pas stabilisées au départ, ça me paraît un peu juste. Oui, tout à fait. Mais du coup, nous, on voulait tester la méthode du document. Après, ils le mettent bien dans le document que cette partie-là de travail sur les surfaces des habitats, c'est plutôt, ça vient au second plan, en fait. Ça permet pour eux d'affiner un peu le reste
Mais du coup, on a testé, on a vu, enfin, on n'a pas été bien convaincus non plus. Oui, puis c'est surtout qu'il faut, pour le coup, là, se définir une échelle donnée. Hein, à ce moment-là, il faut savoir ce qu'on compare. En fait, hein. Tout à fait, mais dans ce cas-là, de toute façon, on arrivait à la conclusion où il n'y avait pas de bonus, en fait, malus attribué, donc ça n'a pas joué sur le reste, du coup. Céline, Guillaume demande, enfin, est surpris par rapport à l'augmentation de 40% des surfaces de prairies en 10 ans. Oui, ben, nous aussi, du coup, hein, quand le stagiaire a fait l'étude, du coup, après, enfin, il l'a mis dans son rapport, hein, je ne pouvais pas être très précise dans la présentation, mais il avait eu des difficultés à lire les cartos qui n'étaient pas forcément faits sur le même référentiel. Donc, après, lui, il a fait avec les données que l'on avait. Mais oui, on a été surpris effectivement par ce résultat. Donc, comme le disait aussi Marie-Jo, cette partie-là est moins facile à interpréter et je pense qu'elle est affinée en termes de méthodo. Oui. J'avais justement une petite, j'avais aussi une interrogation qui rejoint ça, ou alors j'ai pas compris. Hein, mais c'est quand on parle de, dans le tableau on note, on voit que les moliniers ont beaucoup régressé. Et la connectivité a aussi diminué ou je ne sais plus, parce que complètement, moi ça me paraît incohérent. Mais bon. Non, la surface a augmenté, mais la connectivité sur l'un des calculs a beaucoup diminué. Mais après, le deuxième calcul donnait l'inverse, donc on voit bien que c'est bancal quand même comme résultat. Et puis je crois que pour les molinets, c'était carrément qu'elles avaient une superficie qui avait été considérablement réduite, je crois. Connectivité qui avait augmenté. Donc, après, ça veut dire que c'est plus morcelé, mais pour nous, il n'y a pas eu de changement majeur justement sur cet habitat de molinier. Okay. Et on est sûr du coup de la validité des calculs pour que ça fasse des choses complètement… Bon, après, j'avoue que je n'ai pas refait les calculs. Hein. Lui, enfin, il avait l'air compétent pour faire, enfin, de suivre la méthode. Enfin, il avait l'air d'avoir bien compris. Donc voilà, peut-être se replonger un petit peu là-dedans à l'occasion. Donc, il y a Claire Thiallier qui signale que les tendances d'évolution font partie intégrante de l'évaluation de l'état de conservation dans la méthode, si j'ai bien traduit. Oui, c'est ça pour les habitats dans le cadre de Natura 2000. C'est bien une des composantes. Après, on est bien d'accord que c'est des choses qu'il faut prendre avec des pincettes quand on compare des cartographies d'habitats qui peuvent avoir été réalisées avec des méthodes légèrement différentes, avec des interprétations d'habitats qui peuvent être différentes. Mais il faut au moins avoir du dire d'expert sur cet aspect-là, soit pour remplacer une comparaison de carto, soit pour moduler ce qui peut être… c'est ce que tu as fait, Céline, tu as pris avec des pincettes ce qui avait été… qui sortait des comparaisons de cartographie. D'accord. Guillaume, c'est peut-être intéressant que tu évoques directement ce que tu viens de donner par écrit par rapport au retour d'expérience sur les pelouses calcaires en Côte d'Or. Donc ouais, sur des habitats qu'on connaît bien au final, parce qu'on y intervient depuis pas mal d'années, quand on a lancé, nous, ces tests d'évaluation d'état de conservation, donc dans un premier temps sur les pelouses calcaires, et puis là, ces dernières années sur des bas-marais alcalins, on a plutôt privilégié une approche de photo et interprétation par la personne qui fait le terrain, donc qui s'est rendue sur le site, qui connaît les sites en amont, pour faire une enveloppe et voir si ça régresse ou pas. Alors avec les biais qu'on connaît, hein, puisque on ne peut pas définir s'il y a du brachypode ou pas à certains endroits sur certaines pelouses, mais ça donne quand même une image, à mon avis, plus représentative de l'évolution sur un pas de temps donné des habitats sur lesquels on intervient.
L'avantage des bas-marais alcalins qu'on a, nous, c'est qu'ils sont quasiment toujours en contexte forestier. Et en gros, soit c'est de la forêt autour, soit c'est du bas-marais. Et du coup, c'est vrai que le calcul de la variation, il est assez facile à faire. On peut même voir avec la qualité de document maintenant l'embroussaillement qui se fait, la présence de pins, de semis de pins qui arrivent par rapport aux campagnes précédentes. Donc c'est vrai que quand on regarde par contre les cartographies anciennes, il ne faut pas oublier qu'elles ont été faites avec des logiciels des fois plus d'images que de SIG, que les photos aériennes de l'époque n'étaient pas forcément de la qualité de ce qu'on a maintenant. Et du coup, pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que c'est difficile de comparer des cartographies anciennes et des cartographies qui peuvent être faites maintenant. Les cahiers des charges ont évolué aussi entre les personnes. Donc, nous, on a plutôt privilégié l'approche photo-interprétation sur photo aérienne et par la même personne. Merci. Alors, j'ai pas forcément d'autres questions pour l'instant et on arrive au terme de ce qu'on avait. Alors, Fred, Jean Denant, Manon me signale que tu as une question. Ah, peut-être c'est écrit et je ne l'ai pas vu passer. Oui, Luc. C'était juste un commentaire par rapport à la présentation de Céline. Le constat qu'on a pu faire, nous, en référence à ce qu'indiquait Guillaume sur les pelouses, l'évolution des surfaces, en fait, on a considéré que c'était plutôt un indice qu'on venait adosser, disons, à la note d'état de conservation. Parce que le constat qu'on peut faire, c'est que le système de bonus-malus fait qu'une pelouse ou une prairie qui va diminuer en surface, les raisons qu'explique cette évolution, on en prend en compte via d'autres indicateurs déjà dans le système de notation. Donc, ça fait un peu doublon, en fait. C'est-à-dire qu'une pelouse qui va régresser, on va lui mettre un malus. Et en plus, il va y avoir les indicateurs qui permettent d'expliquer cette régression. Et il y aura de nouveau un malus, quoi. Donc, l'idée, c'est plutôt d'en faire un indice qu'on vient adosser à la note avec un système de plus, moins, ou voilà, pour signifier cette évolution de surface. Oui, c'est intéressant. Mais on a bien vu que c'était, voilà, on n'a pas eu le temps d'approfondir la chose, mais oui, il y a des choses intéressantes à voir pour améliorer la note. D'accord. Je vous propose peut-être une dernière question pour Dominique de la part de Guillaume, donc qui demande si à l'échelle globale de la communauté, quelle est la dynamique sur les réserves des papillons. Il faut que tu remettes ton micro, Dominique. Tu as raison, mon micro. Tu demandes, Guillaume, combien de réserves sont investies dans ce protocole ou c'est... Non, c'est par rapport aux études qu'on peut être fait en Allemagne sur la régression en termes d'abondance et de biomasse des insectes sur des secteurs préservés. Est-ce qu'avec le jeu de données sur le suivi des papillons, on pourrait, sur 20 ans, avoir une idée de l'importance éventuelle de cette régression aussi chez nous? Ah oui, tout à fait. Ça. On a les graphiques à RNF là, sur un site. Donc, la diminution quantitative est très, très nette au niveau des effectifs sur les différents sites, tout à fait. Ouais. Et amplifier ces 3 dernières années. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, en termes de diversité spécifique, depuis 20 ans, en tout cas sur ces sites-là, on n'a pas... C'est très stable, quoi. Quantitativement, c'est très différent. Et autant on sait bien valoriser ces aspects qualitatifs, autant d'un point de vue quantitatif, c'est compliqué de les traduire en effet en indicateur. Juste pour dire que c'est important ce que tu dis là, parce qu'il y a quand même
un effet masse qu'on voit, tu sais, sur les études qui ont été faites, notamment dans les tourbières, allemandes et puis aussi sur les oiseaux, qui fait qu'on voit bien que ce n'est pas forcément une disparition d'espèces qui est en train de se passer maintenant, mais une disparition de biomasse, de population. Donc c'est vrai que quantifier maintenant la quantité de bestioles, et pas seulement le nombre d'espèces, devient de plus en plus important parce qu'on voit bien qu'on détecte des choses là. Alors, si tu peux nous aider là-dessus, Patrick, c'est qu'on est en train de réfléchir au niveau de l'arc jurassien avec les collègues suisses, hein, à un suivi, en effet, de la biomasse des insectes sur les prairies de l'arc jurassien, quoi. Ouais. C'est pas si ça, mais si vous avez des collègues suisses, ils sont bons, les Suisses. Enfin, les collègues universitaires suisses que je connais, il y en a des très bons, sur Lausanne notamment. Mais c'est pas simple. Mais ce qui compte, de toute façon, les mesures absolues, c'est quasiment impossible à atteindre. Mais ce qui compte, c'est d'avoir au moins des mesures comparables. Dans les tourbières allemandes, ce qu'ils avaient fait, c'était, je crois que c'est les assiettes jaunes ou des trucs comme ça. Donc un truc, il n'y a pas plus bête et plus bestial. Mais du coup, on peut comparer les choses si elles sont faites de la même manière. Bon, on voit qu'il y a une différence. Bon, voilà quoi. Mais il n'y a pas de vraie recette, hein, c'est assez complexe tout ça. D'accord. Il y avait une question de Damien aussi que j'avais oublié de relever. Pour toi aussi, Dominique. C'est par rapport à la focalisation sur le côté météorologique, alors qu'il y a peut-être d'autres facteurs. Notamment la prédation, de fourmis. Par les fourmis. Alors, je ne sais pas si les fourmis ont un vrai impact. Je pense en effet, oui, les populations d'insectes, enfin les populations d'insectes sont beaucoup contrôlées par le parasitisme, parasitoïdes. C'est clair qu'il faut prendre en compte ces aspects-là des choses, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que quand on voit dans nos tentes malaises que l'on pose en fait, hein, sur ces milieux, la quantité d'ichneumons, qui sont ces guêpes parasitoïdes spécialistes sur les lépidoptères, et la diversité des espèces, chacune de ces espèces de parasitoïdes sont liées à une espèce ou un genre de lépidoptère. Oui, il y a de quoi travailler, quoi. Ça, là, clairement, on ne sait pas comment empoigner ces questions-là, d'autant plus que le contrôle se fait sur les chenilles, sur le stade larvaire. Nous, ce qu'on observe, c'est les imagos, les adultes qui volent. Voilà, il y a de quoi progresser pour essayer de comprendre comment ça se passe. Ouais. D'accord. Alors, ce que je propose, c'est il y a Maxime Jouve qui demande la parole. Je vais essayer de poser sa question et ensuite, j'aurai encore une question pour Mathurin et puis il faudra qu'on clôture cette session. Merci Luc. Je vais aller très vite, c'est juste pour aller dans le sens de Dominique. En fait, sur la réserve de bois du Par, on a appliqué le protocole depuis 2016, donc il n'est pas rentré dans le jeu de données qu'a expliqué Dominique parce que la série temporelle était bien trop courte. Mais ce qui est assez intéressant, alors je le rejoins complètement sur le fait qu'il faut avoir des séries longues là-dessus. Nous, pareil, on a des grosses variations selon les espèces en termes de variation du nombre d'individus. Par contre, on fait les mêmes constats que lui en 4 ans sur le fait qu'en termes de variabilité spécifique, la richesse spécifique en fait est assez stable. On n'a pas un gros effondrement. Par contre, en termes de nombre d'individus sur 4 ans, le graphe il est assez perturbant puisqu'on a diminué de moitié en fait en nombre d'individus. Et alors après, comme disait Dominique, on a essuyé des années 2017, 2018, 2019 avec des gros pics de température. Et donc, effectivement, c'est un petit peu perturbant, on va dire, quand on le voit à courte échelle. Et après, par rapport à la méthode, et ça serait bien qu'on aille un peu plus loin, mais on en discutera avec Dominique et puis avec les gens qui travaillent sur ce suivi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai du mal encore à voir effectivement comment ça va nous apporter des informations sur la gestion, eu égard le poids de certains paramètres, notamment climatiques, comme on a vu, ou pourquoi pas la prédation sur effectivement
le nombre d'individus et donc du coup qui joue sur le côté indice d'abondance. D'accord. Voilà. Et pour revenir juste un peu donc, par rapport à la thématique vraiment des indicateurs d'état, on voit qu'on a c'est un peu difficile d'en arriver jusque-là. Il y a eu la question de Guillaume à Dominique par rapport au seuillage et tout ça. Et je voulais demander, Mathurin, toi, par rapport aux indicateurs qui ressortent de la méthode ICOCAM, est-ce qu'il y en a où vous êtes allé jusqu'à vraiment une tentative de seuillage par rapport à un bon état de conservation? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors, nous, donc là, c'est la première version de l'ICOCAM qui se base sur ces 4 indicateurs. Rien ne dit qu'à terme, certains indicateurs soient retirés ou modifiés. On est aussi en phase de test, hein, comme on dit, on essuie des plates, on teste des protocoles. Nous, l'intérêt quand même qu'il y a, c'est que vu que ça se base, notamment l'indice de rareté se base sur le référentiel, c'est-à-dire qu'en faisant tourner le même jeu de données de la première mare aujourd'hui, ça sera plus pointu. Donc notre seuil évolue en fonction de plus on va faire de mares et plus on va être précis. Donc oui et non. Donc, du coup, il va être évolutif et on pourra évaluer nos mares en fonction des autres. C'est pas la même approche. Mais nous, encore une fois, c'est vraiment au début, je sais qu'il y a certains sur l'indice de rareté qui doit s'améliorer au fur et à mesure, notamment par les zones biogéographiques, parce qu'effectivement, entre une mare, si on en fait une mare près de Marseille et une mare bas normande, on ne va pas du tout avoir les mêmes espèces et on va avoir besoin du coup de ces connaissances-là pour affiner tout ça. Et même l'indice je crois que c'est l'indice de spéciation où Lionel disait qu'il méritait peut-être d'être revoir. Et on est encore en phase de test et on se pose aussi les questions sur. Là, c'est l'intérêt de travailler sur 4 indices en même temps, c'est qu'on a quand même une vision plus globale et pas tout mettre nos yeux dans un même panier. Mais rien ne dit que dans 3-4 ans, on reprenne nos indicateurs et qu'on en change un pour avoir quelque chose de plus pertinent. On tâtonne, hein, c'est ça qui est beau dans l'étude du vivant. Ce sera le mot de la fin pour le moment. Hélène, voilà, merci. Donc, je vous rappelle donc du coup que c'était la deuxième session et qu'il reste une session qui aura lieu donc mardi prochain, 19 janvier, donc entre 10h et 11h30, donc avec 3 autres intervenants. Que c'est l'enregistrement de cette session et les diaporamas, enfin de l'ensemble des sessions d'ailleurs, va être mis en ligne et être envoyé à tous les participants pour chaque session. Si vous voulez avoir accès à ces présentations pour des sessions à laquelle vous n'avez pas participé ou si l'inscription n'a pas été faite dans les règles, merci d'envoyer donc un mail aux animateurs. Je vous remercie tous, et en particulier les intervenants, pour cette journée. Et on vous dit donc à la semaine prochaine pour tous ceux qui y participeront.